لا لا gouverneur, juste un débat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous dire que c'est un pur plaisir, un excellent bonheur d'être avec vous et de vous revoir de nouveau. Madame la ministre, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de l'Ordre des experts comptables, Monsieur Mouaz Labidi, je ne sais pas est-ce que je vous qualifie, universitaire tout simplement, et professeur, effectivement, professeur Mouaz Labidi. Mesdames, Messieurs, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être déplacés au rendez-vous. Vous m'excusez si je n'arrive pas à cacher mon émotion. Moi qui étais un apprenant assidu de ces rencontres depuis 25 ans, j'arrive à peine à tenir mon émotion. Maudite pandémie nous a privés des rencontres de l'an 2020. Une pensée à plus de 25 000 personnes qui nous ont quittés, dont bon nombre étaient de passionnés de ces rencontres. Je ne citerai pas des noms, mais je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, sans même nous dire au revoir. Allah yarhamhum. C'est un grand honneur et un réel plaisir qui m'est choix de modérer cette session spéciale pré-inaugurale de la 35e édition des Journées de l'entreprise sous le haut patronage du président de la République tunisienne. Et vous conviendrez certainement avec moi que le thème de l'entreprise, une reconstruction commune, l'entreprise et la République, une reconstruction commune, n'est qu'une traduction des soucis de l'ensemble des opérateurs économiques en Tunisie en cette période de transition avec une conjoncture nationale et internationale particulièrement critique. Pour revenir à notre session de ce soir, je salue la sage décision des organisateurs de ces journées qui innovent d'année en année et qui ont jugé utile de programmer cette rencontre sous le thème « Le financement du stress budgétaire et ses effets collatéraux ». Beaucoup d'encre a coulé et les avis divergent entre les fervents défenseurs de l'indépendance totale de l'institution de l'émission et d'autres appelant à une plus grande souplesse de la part du gardien du temple. Il y en a même ceux qui parient sur un éminent changement de cap et carrément le recours à la planche à billets. Le niveau de la dette publique a atteint des dimensions qualifiées d'insoutenables. La crise post-pandémique n'a fait qu'aggraver la situation et a rendu l'accès aux marchés internationaux presque impossible. De surcroît, la dégradation de la note de la Tunisie ne facilitera en rien la chose. Sur un autre plan, les ressources fiscales continuent à occuper les premiers rangs en tant que ressources fiscales du budget de l'État et qui donnent lieu à des textes fréquents, très compliqués et qui changent très souvent, ce qui donne lui-même lieu à une complication et surtout à un sentiment d'insécurité chez les contribuables. Plein d'autres questions pourront être soulevées ce soir, mais permettez-moi de remercier l'IACE qui, encore une fois, nous donne la possibilité de débattre avec des hauts responsables en relation directe avec la thématique du jour. Je voudrais remercier Madame la ministre Sihem Bourdiri, Nemsiya, ministre des Finances, Monsieur le gouverneur Marouane Abbasi, gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Walid Ben Salah, président du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Tunisie, Monsieur Mouaz Labidi, universitaire, je dirais donc, et récemment nommé membre du conseil d'administration de la BCT. Le conducteur de cette session prévoit 2 rounds.
Un premier round où on essaiera de dresser un état de lieu, suivi d'un deuxième round réservé aux mesures de sauvetage et l'arrêt de l'hémorragie. Si vous permettez, on va rentrer directement dans le vif du sujet et rattraper le temps perdu. Je vais interpeller Monsieur le gouverneur en premier lieu. Monsieur le gouverneur, tant de vocables sont devenus présentes sur toutes les lèvres. Le financement de l'économie nationale, le budget 2021, le financement complémentaire, effet d'infection, inflation, où sommes-nous? Bonsoir, très heureux d'être parmi vous et très heureux de renouer avec les journées de l'entreprise. Combien de temps vous me donnez? Parce que vous me posez beaucoup de questions difficiles. Je ne sais pas combien de temps. De toute façon, on nous a accordé 1h30 de temps. Si vous permettez, on va réserver pour le premier round 30 minutes pour le deuxième round, et les 30 dernières minutes, on va les réserver pour le débat avec la salle. OK. Donc, tout d'abord, je tiens juste à essayer un peu de planter le décor. Il y a 3 ans, ou un peu plus que 3 ans, en février, peut-être que je ferai 4 ans à la Banque centrale. Donc, je ferai 4 ans à la Banque centrale. Et ça se passe très, très vite. Ça s'est passé très, très vite. Donc, depuis 3 ans et demi, on a déjà commencé à faire quand même des réformes importantes en termes de politique monétaire. Je me rappelle qu'en 2018, on avait une inflation qui est arrivée à plus de 7,6%, une inflation sous-jacente qui était pratiquement autour de 9%, et un taux d'intérêt réel négatif pratiquement de 200 points de base. Le taux d'inflation était de 5%, et le taux d'inflation est autour de 7%. Et bien sûr, on avait des réserves en devises qui étaient de moins en moins importantes, et un refinancement qui était en train d'augmenter, qui, en août 2018, je crois qu'il a atteint plus de 16,5 milliards. Donc la réponse était de prendre des décisions importantes, douloureuses. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont très mal ressenti, parce qu'en une année, on a dû augmenter donc les taux d'intérêt de presque 300 points de base. Moi, j'ai fait 275 points de base et mon prédécesseur 50, donc c'est pratiquement autour de 325 points de base, ce qui était énorme. Mais il faut se rappeler que les discussions avec le Fonds monétaire à l'époque, on avait des discussions où on devait augmenter les taux d'intérêt en une seule fois presque de 400 points de base. Et techniquement, ils avaient raison. On l'a fait de manière différenciée, on a pris notre temps pour le faire, mais en même temps, on a beaucoup fait en termes aussi de macro-prudentiel. Et on l'a fait avec le secteur bancaire. On a fait, bien sûr, le crédit sur dépôt, donc qui était quand même une mesure difficile, parce qu'on voyait qu'il y avait un effet de transformation très important. Mais on a fait aussi quelque chose aussi d'important au niveau des financements, donc budgétaires. Vous vous rappelez qu'il y avait à cette époque-là beaucoup de financements donc intérieurs. Les BTA étaient utilisés pour financer le budget, et on a vu quand même un effet d'éviction extrêmement important. Donc, et puis bien sûr, il y avait quand même une dépréciation assez importante du dinar. À partir du mois d'avril 2019, on a commencé à avoir un taux de change qui s'est stabilisé jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'il se stabilisera encore. Malgré tout ce qu'on peut dire, on espère que ça va se stabiliser. Il y a certaines conditions pour qu'il se stabilise, on pourrait en discuter tout à l'heure. Mais on a vu aussi l'inflation baisser de manière importante, l'inflation tout court, mais l'inflation sous-jacente aussi, qui est devenue à un niveau moins élevé que l'inflation. On a vu aussi le refinancement baisser, qui était à un certain moment proche de 17 milliards, et on l'a vu baisser aujourd'hui, il est autour de
8 à 9 milliards, mais ça, c'était aussi un effort extrêmement important. Mais aussi, on a vu, puisqu'il y avait quand même en 2019 une année touristique importante, et on a commencé à revenir à des niveaux importants en termes je dirais, de recettes touristiques et de nuitées au niveau des hôtels, on est arrivé quand même à ce que, au niveau du mois d'octobre 2019, Moody's nous a, on était B2 Outlook négatif, on est devenu Outlook stable. Ça, c'est très important. Et là, nous, en tant que Banque centrale, moi je disais à nos équipes à la Banque centrale, je disais, il faut essayer maintenant d'atterrir en douceur. Parce qu'il y avait un gouvernement qui était un président élu, un gouvernement qui devait prendre les rênes, et puis on avait pour 5 ans, là on devrait faire les réformes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire le gouvernement, on a eu beaucoup de difficultés à structurer donc je dirais un gouvernement capable de prendre des décisions, et on a eu tout de suite Covid, 2020. Et donc, malgré Covid, si on n'avait pas imaginé qu'on n'avait pas les 160 jours quand on a démarré en 2021 de réserve en devises, et si on n'avait pas ce niveau de refinancement qu'on avait à ce moment-là, on aurait été incapable de gérer la crise. Et on l'a géré la crise, et on était les premiers à faire les reports, à prendre des décisions, et puis à donner la ligne Covid pour les chefs d'entreprise. Je me rappelle, il y a quelques-uns qui sont dans la salle, ils sont venus nous voir à la Banque centrale, ils ont dit que Sotugar, ça va prendre du temps, il faut que la Banque centrale fasse une ligne Covid, et on a mis une ligne Covid, et puis on l'a calibrée sur 3 à 4 milliards. Aujourd'hui, elle n'est utilisée qu'à 800-900 millions. Donc tous les gens qui sont en train de nous dire, vous n'êtes pas en train d'aider les entreprises, nous disent, on a aidé les entreprises, on est même allé au niveau prudentiel jusqu'à la classe 3, et on a été capable de le faire et de donner les liquidités à l'économie pour le faire. Maintenant, ça ne s'est pas fait. Moi, je pense que fondamentalement aussi pour d'autres raisons. C'est les questions qui sont liées à la stabilité et que jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train d'entraver la relance économique. Ça, c'est les questions qui sont importantes et qu'on doit discuter aujourd'hui parce que s'il n'y a pas de stabilité politique, on ne peut pas ni maîtriser l'inflation, ni maîtriser nos réserves de change, ni même maîtriser donc, tous les fondamentaux de l'économie. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Beaucoup de gens nous ont dit, quand on a commencé en 2020, helicopter money, mettez de l'argent. Mais on met de l'argent pour quoi faire? Vous croyez que quand les taux d'intérêt étaient faibles en 2011, 2012, 2013, il y avait de l'investissement? L'investissement public a baissé. Moi, je pense qu'à partir des débuts des années 2000, on voyait le taux d'investissement sur le PIB baisser. Et ça a continué. Et ça s'est aggravé de manière très importante après. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas ni de stabilité politique, ni de réformes importantes. Les réformes importantes ont été faites. Ont été faites au niveau du secteur bancaire et financier. On l'a vu au niveau de la restructuration des banques publiques, on l'a vu au niveau de la supervision bancaire, on l'a vu au niveau de beaucoup de, je dirais, de décisions qui ont été prises, et les matrices au niveau du secteur bancaire et financier ont été, je pense, bien conduite. Ça ne s'est pas fait au niveau d'autres réformes pour les raisons que vous connaissez. Pour les raisons que vous connaissez. Instabilité politique, non prise de décision. La non prise de décision coûte ce que aujourd'hui nous on est en train d'endurer en tant que, je dirais, opérateur économique, en tant que banque centrale, en tant que secteur financier et bancaire. Donc la question clé aujourd'hui, quand on parle, c'est vrai, vous avez dit inflation. L'inflation est en train de reprendre. Mais l'inflation aujourd'hui, elle est de 6% aux États-Unis. Elle est autour de 5%. C'est vrai qu'eux, ils ont pu faire je dirais, la reprise s'est faite pratiquement une année. C'est vrai que nous, on doit peut-être prendre 3 ans pour arriver au niveau de 2019, qui est inacceptable. Mais ceci, vous devez vous poser la question, quand vous regardez le output gap, eh bien aujourd'hui, l'investissement, quel que soit ce qu'on va faire, s'il n'y a pas un effort extraordinairement important en termes d'investissement, il n'y aura pas de croissance importante. Et ça, c'est une question clé qu'on doit mettre sur la table. Donc, il faut un retour à l'investissement, il faut un retour à l'exportation, il faut aussi un retour à la consommation de produits tunisiens. Parce que ça, ça fait partie aussi de l'équation. Quand aujourd'hui, moi, je mets des liquidités au niveau de l'économie, il faut croire que chaque fois on met 100 dinars, 50 dinars vont vous les changez en devises et vous importez des produits donc de l'extérieur.
Aujourd'hui, je pense que c'est une question importante qu'on doit mettre sur la table. Il faudrait aussi qu'il y ait, au niveau de la consommation, une certaine aussi préférence nationale parce qu'on a envie de cet effet multiplicateur sur l'économie. Donc, je crois qu'on termine l'année, on a été extrêmement résilient parce que depuis avril 2020, c'est vrai qu'on a eu quand même deux fonds importants du Fonds monétaire international, la facilité et puis par la suite les DTS. C'est vrai. Mais nous, on a fait un budget sur la base de 5 milliards de dollars de financement extérieur. Je crois qu'on a pu mobiliser que 1,5 milliard. Donc le reste n'a pas été mobilisé. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Banque centrale n'a pas monétisé la dette. On n'a pas été dans la planche à billets. Même si on l'a fait à un certain moment, 1 milliard, on a payé la garantie américaine, on l'a fait sur le court terme. On l'a fait sur le court terme et on savait qu'on allait avoir les DTS qui allaient venir à la fin du mois d'août. Donc ça veut dire qu'on fait attention, on discute beaucoup avec le ministère des Finances, on fait tout pour qu'il n'y ait pas donc, la monétisation de la dette et on essaie de tout faire pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible à avoir un accord acceptable, implémentable et durable avec le Fonds monétaire. Ça, c'est sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui et c'est sur quoi on est en train d'essayer de faire en sorte à ce que dans les jours, dans les mois qui viennent, moi je pense qu'il faut, dans les semaines qui viennent, on commence à négocier avec le Fonds et on arrive à avoir un accord qui doit pas seulement être acceptable par le gouvernement, il doit être acceptable par toutes les parties prenantes. Et il faut commencer à faire les réformes. Je crois que c'est ça le signal qu'on doit en tout cas montrer au niveau de la communauté internationale. Monsieur le gouverneur, vous m'excusez juste, je vais vous interpeller sur une petite question. On est aujourd'hui le 9 décembre. Est-ce que le budget 2021 va être clos à temps? Vous croyez que c'est une question à Madame la ministre des Finances? Oui, Elle va vous répondre. Non, mais parce que je sais que vous êtes allé voir Monsieur le Président, vous avez soumis des propositions à Monsieur le Président de la République par des formations professionnelles. Par des formations professionnelles, moi je ne colporte pas ce que je dis avec Monsieur le Président. Donc ce que je dis avec Monsieur le Président reste avec Monsieur le Président. Non, ça va. Vous savez, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a quand même géré 11 mois. Oui. Qui aurait prédit qu'on était capable de gérer 11 mois? On l'a géré parce qu'on était quand même dans des conditions compliquées, sans pour autant tomber dans, je dirais, ce qu'on appelle la planche à billets. On va continuer à gérer ce 2021, mais je pense que le signal, ça va être aussi la loi de finances 2022. Parce que énormément de réformes sur lesquelles on est en train de discuter doivent être aussi des réformes pro-croissance, qui doivent montrer déjà qu'on est dans la sortie de crise. Ça, c'est aussi important. Il y a, je dirais, la partie qui, à mon sens, fondamentale, c'est la stabilisation. Donc, il faut qu'on la fasse correctement, mais aussi, il faudrait que le signal doit être clair au niveau je dirais, des mesures importantes qui doivent être prises pour qu'il y ait une reprise de la croissance. La question difficile, Madame Nemsé va répondre à cette question. De toute façon, vous faites une transition en or. Là, justement, Madame la ministre, c'est que aujourd'hui, ma perception, et je crois que c'est la perception de l'ensemble des présents ici, le financement du budget est devenu synonyme de l'augmentation de la pression fiscale et de l'instabilité de la réglementation de change. Je disais tout à l'heure que ce changement séparait un sentiment d'incertitude et d'insécurité chez les opérateurs. Maintenant, on se prépare pour l'année 2022. Vous avez l'écoute des chiffres. J'ai assisté moi-même aux discussions au sein de la Commission des finances et j'ai vu l'expression faciale que vous avez le jour où vous refusez des articles. Je crois que cette année, la chose va être relativement plus simple. Est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce qu'on va s'attendre à ce que le contribuable mette moins la main dans la poche pour financer le budget? Je réponds ou... C'est à vous. Hein? Si vous voulez...
Bon, je commence par cette intervention qui va... Bon, moi, j'ai préparé un discours en arabe, mais comme dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe, donc je vais parler en français. Comme vous le savez, la situation économique au cours de la dernière décennie a connu une dégradation importante en raison des déséquilibres économiques et financiers, avec l'aggravation du déficit courant de l'État. Il y a eu un ralentissement de la croissance, l'absence d'un climat d'investissement, un niveau d'inflation assez élevé, la contrebande, l'économie parallèle. Donc, un résultat pesant sur le tissu économique, avec une récession d'une ampleur sans précédent, avec des limites de politique économique qui ont été mises en place pour soutenir la relance économique et revenir au niveau enregistré avant 2011. Un taux de chômage qui a excédé 18%, en particulier chez les diplômés de l'enseignement supérieur, suite à la perte des postes d'emploi et la régression remarquable du marché du travail local. C'était une conséquence directe de la crise sanitaire, avec les taux très élevés de la pauvreté et la détérioration du pouvoir d'achat, surtout dans les régions intérieures du pays. Les décisions présidentielles du 25 juillet 2021 sont intervenues à un moment marqué par l'intensification de la crise politique et économique dans le pays, pour être l'occasion de donner un nouvel espoir pour la réussite du processus de transition en Tunisie et de surmonter les obstacles qu'elle a rencontrés et instaurer les règles de bonne gouvernance à différents niveaux en résistant aux diverses manifestations de corruption et en établissant la justice et le respect de la loi. Étant donné l'instabilité multidimensionnelle qu'a connue le pays, il a été nécessaire de recourir chaque année à la promulgation d'une loi de finances rectificative afin d'adapter le budget de l'État aux exigences du contexte général, et notamment en matière de suremploi dans le secteur public, les augmentations continues des salaires en raison de la précarité de la situation sociale, la forte hausse des dépenses d'intervention à caractère social et subventions en raison des fluctuations des prix de matières premières et du pétrole, qui ont affecté les équilibres budgétaires de l'État et entraîné une nécessité croissante de recours à l'emprunt et donc l'augmentation du volume de la dette publique. La gravité de ces problèmes économiques structurels a été accrue par la fluctuation de la situation économique et sanitaire mondiale en raison de la pandémie, qui a affecté ou qui a eu des répercussions majeures sur les conditions économiques et sociales du pays. Ce qui a conduit à l'adoption d'un certain nombre de mesures exceptionnelles de nature financière et fiscale au profit des entreprises les plus affectées par la pandémie et des familles vulnérables, ainsi que l'allocation des fonds supplémentaires pour soutenir le secteur de la santé publique. Les dérapages budgétaires se reflètent principalement dans la hausse des dépenses courantes du budget de l'État, notamment la masse salariale, qui a connu une augmentation régulière, atteignant en 2020 environ 16,4% de la production, contre 10% en 2010, ce qui est devenu un fardeau pour le budget et représentait 3,8% de la production en 2020 et 4,8% en 2021, ce qui a réduit les crédits alloués au développement et limité la capacité du budget à financer et promouvoir l'investissement public.
Et de ce fait, la reprise économique attendue n'a pas été réalisée. Compte tenu du manque des marges budgétaires pour couvrir les dépenses publiques qui sont obligatoires, le recours à l'emprunt s'est accru et son coût a augmenté suite à la baisse de la note souveraine de la Tunisie par les différentes agences de notation internationales et par conséquent, le niveau de la dette publique s'est élevé compte tenu de la difficulté de recours aux marchés internationaux pour assurer le financement de la crise. En outre, les difficultés financières rencontrées par la plupart des entreprises publiques constituent un autre facteur de pression. En effet, l'État a consacré des crédits importants pour soutenir les entreprises qui présentent des défaillances au niveau de leur gouvernance, leur système de gestion et de l'accumulation de la dette. Dans cette circonstance délicate et compte tenu des obligations de l'État à respecter ses engagements préalables, la loi de finances rectificative pour l'année 2021 a été promulguée le 15 novembre 2021 après avoir révisé les hypothèses macro et leur pertinence suite aux évolutions de la conjoncture économique interne et mondiale au cours de l'année 2021, comme le taux de la croissance, qui était à 4, donc révisé à 2,6, le prix de baril de pétrole qui était à $45, révisé à $70, suite à la hausse de la demande mondiale, et l'évolution des importations des matières premières et des indicateurs de commerce extérieur, en plus de fournir les crédits nécessaires pour couvrir l'augmentation de la masse salariale résultant de l'adoption de certaines conventions sectorielles, les dépenses des subventions, surtout la subvention des carburants, compte tenu de la hausse des prix de pétrole, l'octroi d'aides exceptionnelles aux familles nécessiteuses à des faibles revenus et le soutien du secteur de la santé pour faire face à la pandémie. La couverture de toutes ces dépenses a nécessité une augmentation des ressources de financement pour atteindre 20 270 millions de dinars contre 18 595 millions de dinars initialement estimés à la loi de finances principale 2021. Et par conséquent, une aggravation du déficit budgétaire de l'État pour atteindre 8,3 du PIB et une augmentation du taux d'endettement public aux environs 85,6%. Nous pensons qu'un diagnostic précis et objectif est nécessaire pour faire une très bonne réforme. Depuis sa prise de ses fonctions en octobre 2021, le gouvernement a engagé l'élaboration d'un programme global et structurel des réformes fondées principalement sur les efforts concertés des différents acteurs et leur implication dans la reconstruction du tissu économique et l'aménagement des priorités pour sortir de cette période délicate en développant une stratégie claire basée sur une politique participative entre l'État et les institutions et tous les acteurs économiques pour la reconstitution économique et la création des richesses à travers une croissance durable et inclusive et à travers le développement du marché tunisien et du climat d'investissement de manière plus efficace et efficiente, qui soit compatible avec le dynamique des marchés mondiaux et des changements régionaux et locaux. Le défi pour la période à venir est d'assurer la soutenabilité des finances publiques à travers le retour progressif au système économique, la préservation des emplois et la promotion de la croissance, améliorer les ressources propres de l'État et élargir la base de performance,
resserrer la disposition des dépenses en rationalisant les dépenses de l'État et en élaborant une vision globale de maîtrise de la masse salariale dans la fonction publique, de réforme du système d'accompagnement et de restructuration des entreprises publiques. Libérer les ressources pour financer des investissements publics porteurs de croissance dans les infrastructures physiques et sociales, soutenir les secteurs de production stratégiques et notre conviction dans le rôle pionnier de l'institution pour soutenir l'effort de l'État pour faire avancer la croissance, influencer la décision d'investissement et restaurer l'attractivité de l'investissement. Les travaux se poursuivent en appui au secteur privé afin de restaurer la confiance des opérateurs économiques dans les perspectives économiques de la Tunisie. Il faut soutenir les projets de partenariat public-privé, améliorer les éléments de polarisation, stimuler l'entrepreneuriat et l'initiative privée et faciliter l'accès au financement. Dans ce cadre, le projet de la loi de finances 2022 s'inscrit dans cette ligne, dans la même ligne des efforts visant à redynamiser davantage les moteurs de développement économique et social. Et en principe, ce projet donc, va comporter des mesures, à part les mesures bien sûr budgétaires, des mesures à caractère fiscal, visant à soutenir les institutions économiques, à promouvoir l'investissement et à mobiliser l'épargne. Ce projet va porter sur la digitalisation de l'administration, favoriser l'adoption de moyens de paiement électroniques. On va poursuivre, dans le cadre de ce projet, on va poursuivre la réforme fiscale et on va lutter encore contre l'évasion fiscale et contre l'informel. Bien entendu, avec les difficultés rencontrées par les finances publiques, on va prévoir des dispositions pour mobiliser des ressources au profit du budget de l'État, mais sans augmenter les niveaux d'imposition au niveau que ce soit pour les individus ou pour les entreprises. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas une augmentation de la fiscalité pour les individus et pour les entreprises. Merci pour votre attention. Merci, Madame la Ministre. Donc, vous nous rassurez, il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts pour 2022. On est rassurés. Ah, c'est qu'on aura des surprises pour l'indirect? Au niveau de la fiscalité directe, des revenus et des bénéfices. Voilà. Donc, elle disait qu'il n'y aurait pas d'augmentation au niveau des impôts directs. Parce que, juste une précision. Parce qu'il non, juste une petite précision. Il a parlé, il n'y aura pas d'augmentation. Bien sûr, moi j'ai parlé des difficultés rencontrées par les entreprises, par les finances publiques. Donc, on aura des dispositions pour mobiliser des ressources budgétaires, mais sans affecter les niveaux d'imposition au niveau de la fiscalité directe de l'entreprise et des personnes. Voilà. Donc, c'est le consommateur qui va payer. Bien sûr, la TVA et tout ce qui est indirect. Merci, Madame la Ministre. Je passe directement à M. Mouaz Labidi. Vous, experts, vous allez nous secourir pour nous expliquer un peu sur les origines de ce stress budgétaire. Merci, Sir Abdeltif,
pour la question. Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a deux points au niveau de la question. Il y a le premier point, c'est un déficit de résilience. Et le deuxième point, c'est l'essoufflement des solutions de facilité. Pour le premier point, le déficit de résilience qui explique la situation actuelle, c'est que si je compare entre les pays développés ou les économies avancées et le cas tunisien, dans les économies avancées et certains pays émergents, on constate que ces économies sont suffisamment résilientes pour les chocs économiques, pour les chocs surtout conjoncturels. Mais la crise de la vie... Donc voilà, disons, les économies développées étaient suffisamment résilientes face aux chocs conjoncturels, mais la crise de la Covid a la de la résilience. Donc, on a compris donc on a compris que ces pays... Donc on a compris que ces pays... Donc on a compris que ces pays, disons, c'est-à-dire ils n'ont pas été résilients pour le choc de la Covid-19. Vous parlez des pays émergents. Voilà. Donc ces pays se sont engagés dans des réformes sérieuses pour améliorer la résilience au choc systémique de Covid ou, par exemple, pour... Non, ça marche. Voilà, ça marche comme ça. Mais, donc voilà. Pour savoir ce qu'on peint tous les journaux. Okay. Bon, je reprends très vite le point, c'est que les économies développées étaient résilientes pour les chocs conjoncturels, mais n'étaient pas de type Covid. Voilà. Donc, ce qui explique que ces pays se sont allés très loin à travers des plans de relance, et ces plans de relance, ils visent à qui s'inscrivent dans la transition digitale et écologique. Voilà. Le problème, c'est que pour le cas tunisien, nous ne sommes pas suffisamment résilients ni pour le choc conjoncturel, ni pour les chocs à caractère systémique. Et donc, pourquoi on est arrivé là? On est arrivé là parce qu'il y a l'espace budgétaire, il est quasi inexistant, donc pour faire des réformes, parce qu'on est incapable de mobiliser suffisamment de moyens. Et donc ça a joué contre nous. Et aussi, on est incapable de surmonter les obstacles qui s'érigent contre les réformes, donc de ligne rouge ou autre. Voilà. Donc la Tunisie, elle est rentrée dans la crise Covid, handicapée par les moyens et par de résistance aux réformes. Ça, c'est le premier point au niveau du déficit de résilience. Le deuxième point, c'est l'essoufflement des solutions de facilité. Lorsqu'on parle d'essoufflement de solutions de facilité, on commence par la première solution, c'est l'endettement. Donc cette solution a été acceptable en 2012, 2013, etc., parce que le taux d'endettement n'a pas dépassé les 50-60%. Aujourd'hui, le taux d'endettement est autour de 90%. Et du coup, disons, on s'approche, ou on est proche du seuil d'insoutenabilité de la dette, et donc, du coup, cette solution, elle devient un peu difficile. La deuxième chose, donc,
part, bien sûr, les contraintes sur le marché international, donc les taux sont très élevés, l'assèchement de la liquidité au niveau national, donc tous ces facteurs expliquent disons, le blocage au niveau de cette solution. La deuxième solution, c'est les coupes dans les dépenses d'investissement. Et donc les coupes dans les dépenses d'investissement impactent directement la qualité de vie dans le service public. Et cette qualité de vie dans le service public se traduit par une dégradation du pouvoir d'achat. Or, cette dégradation du pouvoir d'achat, d'un côté, d'un côté, cette dégradation de pouvoir d'achat va alimenter donc la dégradation du pouvoir d'achat, d'un côté, elle va alimenter de nouvelles revendications de hausse des salaires, donc on grignote dans les dépenses d'investissement et on reste dans un cercle vicieux. Le deuxième impact de cette dégradation de pouvoir d'achat, c'est que la dégradation de pouvoir d'achat va générer un phénomène de déclassement social, une partie de la classe moyenne qui va basculer vers la classe pauvre et du coup, elle va compliquer l'équation de la compensation. Donc, la demande pour la compensation va augmenter. On voit comment, lorsqu'on tarde à réformer, les choses se compliquent. D'un autre côté, la baisse des dépenses d'investissement, elle a un impact négatif sur disons, on a dit donc au niveau de la qualité de vie, mais aussi sur la croissance potentielle. Voilà. Car si l'investissement dans l'éducation, dans la recherche, dans les projets innovants donc, va baisser, c'est tout à fait normal que la croissance potentielle, elle va baisser. Et aussi, la baisse de l'investissement public, elle a un effet négatif sur l'investissement. Parce que l'investissement public prépare le terrain, l'infrastructure, etc. pour l'investissement privé. Donc cette solution, elle pose aussi problème et on arrive à une certaine limite. La troisième solution, c'est le financement monétaire. Donc le financement monétaire, on sait donc l'effet inflationniste donc, du financement monétaire et on sait aussi que la dépréciation, donc c'est un financement qui impacte le taux de change de façon directe ou de façon aussi, donc l'inflation de façon directe ou via le taux de change. Et donc il y a une étude récente qui a été publiée le mois dernier sur ce phénomène dans plusieurs pays africains, une étude sur plusieurs pays africains, et elle a montré qu'une augmentation disons, de 1% de financement, donc 1%, l'équivalent de 1% du PIB, elle aura un impact de 0,5 points d'inflation. Donc voilà, ça c'est une moyenne pour toute une région. Donc pour le cas tunisien, ça pourrait être aux alentours de ça, ou légèrement supérieur ou inférieur. Ici, cette étude, elle a tracé une limite pour le financement monétaire, et elle a dit le financement monétaire, si nous sommes dans un cas normal, on peut mobiliser 9% du déficit budgétaire, donc ce n'est pas 9% du PIB, 9% du déficit budgétaire pour le financement monétaire. Mais si nous sommes un pays qui a des obligations cotées sur le marché international, le pourcentage il passe à 3%. Mais si le pays il est sous programme du FMI, le pourcentage il passe à 0 pour réussir le programme. Donc le quatrième point, la quatrième solution, c'est disons, la fiscalité. Et donc on sait très bien que la volatilité de la fiscalité, elle impacte le comportement des acteurs, donc ça plombe l'investissement privé et ça plombe aussi les éducations. Donc le site tunisien n'est plus attractif. Donc je pense qu'il est urgent de rompre avec ces solutions de facilité et de sortir de cette dictature de l'immédiat pour boucler l'exercice, pour aller vers une planification stratégique. Voilà. Merci Simouaz. Si Walid Ben Salah, je vous renouvelle mes félicitations pour votre élection à la tête de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Vous êtes parmi ceux qui ont toujours
contesté ou alerté les décideurs sur la situation économique et que vous avez déjà qualifiée de désastreuse. Vous avez certainement lu avec moi l'article paru récemment qui parle de recours ou qu'on va être soumis incessamment au Club de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci, c'est Abdeltif. Bon, l'article, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Ah, voilà. Ça, on le savait déjà. Non, ce n'est pas une déclaration qui a été faite, je pense, par... Non, c'est un article qui est paru dans la presse internationale qui parlait d'un recours imminent au Club de Paris. D'accord? C'est un avis international. Moi, je ne pense pas que nous sommes dans cette situation. C'est bien de clarifier les choses. Mon avis personnel, c'est qu'on n'est pas dans cette situation et on a les moyens pour ne pas être dans les difficultés par lesquelles peuvent passer des pays pour aller vers le Club de Paris. Et je pense que monsieur le gouverneur partage le même avis. Par contre, j'aimerais bien attirer l'attention parce qu'il y a plusieurs analyses qui sont en train d'être faites, notamment sur les finances publiques et le budget de l'État. Et je pense qu'il y a deux problématiques principales qu'il faut résoudre avant d'analyser convenablement les différentes données et de proposer des solutions. Pour parler avec des termes de professionnels de la comptabilité, moi je pense que le degré de pertinence de toute analyse budgétaire en Tunisie est limité par rapport à la faiblesse de la transparence des finances publiques. Et je pense que ce n'est pas moi qui le dis, je me réfère notamment au rapport du FMI qui a été publié en novembre 2016 sur l'évaluation de la transparence des finances publiques et qui nous a alertés depuis 5 ans sur 3 enjeux majeurs. Les 3 enjeux, 5 ans après, si on fait l'analyse aujourd'hui, est-ce que nous avons résolu ces problématiques qui ont été évoquées? On va s'apercevoir que ça n'a pas été le cas. Le premier enjeu qui a été évoqué, c'est l'absence d'analyse de sensibilité des prévisions par rapport aux hypothèses macroéconomiques. Et lorsqu'on regarde ce qui a été fait pendant les 5 dernières années, on va se retrouver avec des écarts très importants entre le budget économique, le budget de l'État, entre le plan quinquennal qui a été adopté 1 an et demi en retard et ce qui a été adopté au niveau des différentes lois de finances, des écarts au niveau des réalisations du budget lui-même. Et donc, je pense qu'on n'a pas évolué par rapport à ce premier enjeu qui a été évoqué par le FMI. Le deuxième enjeu, il porte sur l'absence de cadre global de politique financière et budgétaire qui définit des objectifs clairs et surtout quantifiables. Je pense également que 5 ans après, on n'a pas réussi à résoudre cette problématique puisque nous avons manqué de vision, puisque nous avons, qui m'a dit Simon tout à l'heure, on a fait beaucoup plus recours aux solutions de facilité. Et donc, je pense que pour ce deuxième enjeu également, nous n'avons pas réussi à franchir le cap. Le troisième enjeu, c'est l'absence d'un organisme chargé d'évaluer d'une manière indépendante les projections financières des autorités. C'est une problématique institutionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, en l'absence d'un tel organisme, on ne peut pas analyser convenablement les hypothèses de base qui vont servir à l'élaboration des états, plutôt des budgets et des lois de finances, les budgets économiques également, et on ne peut pas éviter les dérapages qui existent au niveau de l'exécution des budgets au courant des différentes années.
J'ajouterai un quatrième enjeu, je pense que c'est important par rapport aux droits qui ont été déjà évoqués par le FMI, c'est le mode de comptabilisation de notre budget de l'État. Cette comptabilité à partie simple, encaissement-décaissement, fait qu'il n'y a pas assez de transparence pour pouvoir analyser les chiffres. Il suffit de ne pas engager une dépense pour réduire le déficit du budget de l'État. Il suffit de subvenir à une dépense supplémentaire au courant de l'année qui n'était pas budgétisée pour avoir un taux d'endettement beaucoup plus important. Et donc, par ailleurs, on n'arrive pas à cerner quels sont les engagements de l'État. Les engagements, ce n'est pas uniquement les engagements par signature sous forme de garantie, mais également, ce sont les dettes de l'État et les créances de l'État. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un chiffre précis par rapport au crédit d'impôt. On n'arrive pas à avoir un chiffre précis par rapport aux créances et aux dettes vis-à-vis des entreprises publiques. Il y a eu une analyse qui a été faite l'année dernière. D'ailleurs, elle a suscité beaucoup de problématiques au niveau des discussions dans la commission des finances à l'ARP. Et donc, il y avait des chiffres, mais qui ne sont pas suffisamment détaillés pour dire qu'on peut faire une compensation ou bien on doit financer les déficits d'une certaine manière. Et donc, je pense que cette problématique de comptabilité à partie simple, elle doit être résolue le plus tôt possible. D'ailleurs, je fais en tant qu'expert comptable, je fais référence à l'appel à l'action qui a été fait par l'IFAC, c'est la Fédération internationale des comptables qui regroupe les corporations des experts comptables dans plus de 180 pays dans le monde, et qui a fait un appel pour le G20 qui s'est tenu le 30 septembre dernier à Rome. C'était cet appel qui a été retenu par le G20, donc qui porte sur 4 priorités, 2 actions et un seul objectif. Et l'objectif était une économie et une société plus durable, plus inclusive et prospère. Et parmi les 4 priorités figurent notamment la transparence et l'intégrité du secteur public. Et parmi les actions qui ont été proposées par l'IFAC, c'était effectivement le renforcement de la transparence des finances publiques, notamment à travers l'adoption des normes IPSAS, les normes du secteur public, et donc ce sont des normes de comptabilité à partie double. Et je pense que également en Tunisie, on doit aller vers cette adoption. Je sais que ça a été déjà adopté au niveau de la loi organique sur le budget avec comme échéance en 2022, mais on sait pertinemment qu'on n'arrive pas à le mettre pour 2022. Mais je pense qu'on doit accélérer le processus. Il y a eu une adoption de certaines normes. Madame Namseya Barakallahu Fiha, elle a travaillé sur le sujet, elle a accéléré le processus. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite pour mettre en place effectivement ces normes IPSAS. À côté de cet aspect-là, je pense que la deuxième problématique majeure que nous avons, à part la transparence des finances publiques, c'est une problématique de gestion budgétaire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le budget, et lorsqu'on doit se poser la question, est-ce que aujourd'hui nous sommes en train de collecter convenablement nos ressources? Et est-ce qu'on est en train de les allouer convenablement pour subvenir aux différentes dépenses? Moi, je pense qu'en l'absence d'une analyse d'impact des différentes mesures fiscales qui sont en train d'être adoptées depuis plusieurs années, on n'arrive pas à évaluer convenablement les ressources avec leurs impacts directs sur les entreprises, sur le citoyen et sur les individus. Est-ce que nous avons une politique d'endettement public? Je ne pense pas, puisque l'expérience a montré que parfois on met sortie sur le marché international pour 6,5 milliards, on ne le fait pas, on met un certain niveau d'endettement extérieur, par la suite il est compensé par l'endettement intérieur, etc. Et donc il n'y a pas
eu une vraie politique d'endettement public, et c'est dû notamment à l'absence d'institutions, à l'instar d'une agence nationale de trésor et de gestion de la dette. Je pense qu'il est important de la mettre en place. Il y a eu également pas mal de problématiques au niveau même des affectations. Il y a un hélium lorsqu'on voit qu'il y a des dépenses plutôt de crédits qui sont logés dans le budget de compensation, ou bien des dépenses de salaire qui sont mis au niveau du budget des dépenses imprévues. Il faut se poser des questions. Pourquoi on fait ça? Merci. Quelle signification on est en train de donner à certains chiffres? Et donc, je pense qu'on doit regarder de très près ces aspects-là pour pouvoir les résoudre d'une manière institutionnelle et pour pouvoir également adopter des normes au vrai sens du terme qui nous permettent par la suite de faire le bon diagnostic, la bonne analyse et proposer les bonnes solutions. Merci, Si Walid. Moi, je vais demander la permission aux organisateurs si on pourrait accorder à la salle 5-6 minutes pour avoir quelques questions avant de reprendre le deuxième round. Donc, on commence par à droite, au milieu, puis à gauche. Merci beaucoup pour ces excellentes analyses. Effectivement, quand on parle de finances publiques, c'est d'abord... Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, Meher Gaïd, expert comptable. Quand on parle de finances publiques, c'est d'abord des recettes, mais surtout des dépenses. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on va savoir optimiser nos dépenses et l'utilisation de ces budgets. Les dépenses publiques, avec 650 000 employés, 70 000 voitures de fonction, des millions de bons d'essence, me paraissent farfelus pour un petit État comme le nôtre. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la législation fiscale, qui nous permet, les lois de finances, de collecter l'impôt, les recettes, les dépenses, etc. Depuis 2011, et je remercie l'Ordre des experts comptables, qui a publié 60 recommandations pour corriger la fiscalité et le budget de l'État. Parmi les analyses qui ont été portées, c'est de dire que nous avons 6 codes avec 513 articles. En 10 ans, nous avons publié 530 articles. 240 notes communes. 4700 prises de position fiscale. Pour faire quoi? Soi-disant, pour réduire la fraude fiscale, pour réformer la fiscalité. Mais qui nous dit qu'avec cette nouvelle loi de finances, vous allez réussir, alors que vous n'avez pas réussi avec les 4700 propositions, notes communes et réglementations? Nous avons une pléthore, madame, de réglementations nouvelles à chaque fois. Vous n'avez pas augmenté les impôts. Nous, on vous demande de réduire, s'il vous plaît, drastiquement, la complexité de la loi fiscale, qui devient une loi anti-citoyenne, tellement complexe que les citoyens ne s'y retrouvent pas, et c'est un appel à la fraude. Donc n'augmentez pas les impôts, mais diminuez et commencez la réforme fiscale. Et je pense que les pistes, les 60 pistes qui ont été proposées, sont des pistes extrêmement intéressantes. Si nous voulons réellement corriger, effectivement, les finances publiques. Et pour conclure, la transparence ne peut pas se faire si, Madame Nemseye, vous n'adoptez purement et simplement les IPSAS comme elles sont. On tunisifie des normes, on a mis 3 ans pour publier 6 normes, il nous reste 42 normes à publier. Quand est-ce qu'on va les faire? En 10 ans? Adoptez-la, arrêtez de tunisifier les normes. Merci. Emin Benayed, vice-président de l'IACE. Madame la ministre, on est toujours dans l'urgence depuis des années. Donc l'objectif, c'est de régler le problème de l'année qui est devant vous, et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous arrivez à concilier en même temps le très court terme, éteindre l'incendie et réparer le bâtiment en même temps? Ça veut dire le long terme. Merci. Si Meher Khalel. Bonsoir, Meher Khalel, président Carthage Business Angel.
Comme d'habitude, je vais commencer par une histoire. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez oui, écourter, comme ça on prend le maximum de questions voilà. et de participation, s'il vous plaît. En fait, c'est un enfant qui vient dire à son père, papa, le magicien est passé à l'école et il a fait quelque chose de fantastique. Il a pris 20 dinars, il les a transformés en un lapin. Il lui dit, mon fils, c'est un magicien débutant. Ta mère est une magicienne professionnelle, elle vient de transformer mon salaire en une robe. Et donc, la question que je pose, c'est que nous avons une masse salariale qui a été multipliée par 3 en 12 ans, qui crève le plafond. En quoi va-t-on la transformer? Parce qu'en Tunisie, apparemment, il faut être magicien pour gérer ce pays. On va à l'extrême gauche, donc, Maître Ahmed Soueb. On prendra encore 2 questions et on reprendra le deuxième round, si vous permettez. On va revenir à la salle dès qu'on aura fini le deuxième round. Ahmed Soueb, activiste civil. En matière d'économie politique, ou en termes de macroéconomie, il y a 3 projets auxquels le président de la République est très attaché. La ville hospitalière à Kérouan, la conciliation pénale à Solh el-Jazaï, ou Sharikat al-Ahliya, les sociétés, je ne sais pas. A priori, je pense, et je demande à ce cher parterre de me répondre, surtout Madame la Ministre et Monsieur le Gouverneur, a priori, étant peu connaisseur de la matière, je pense que la conciliation pénale est à même de réduire le stress budgétaire. 2, les entreprises indigènes, logiquement indigènes, sont à même de réduire aussi ce stress budgétaire. Par ailleurs, ça c'est la ville hospitalière de Kérouan qui a explosé à votre droite. Je dirais, logiquement, elle doit impacter le titre 2 du budget 21-22. Le prochain budget, c'est-à-dire. Je demande qu'il y ait des réponses directes à mes questions directes et merci. Merci beaucoup. Juste, on va clore avec Sibous Ganda. Dernière question et on reprend le deuxième round. Merci. Ahmed Bouzganda, chef d'entreprise. Donc, j'ai des questions directes à Madame la Ministre. Donc, quand vous avez parlé de ne pas augmenter la fiscalité directe, dois-je comprendre que la fiscalité indirecte, donc principalement la TVA, va être augmentée? Auquel cas, avez-vous pensé au pouvoir d'achat? Vous savez que l'augmentation de la TVA va directement au consommateur final. Donc, ma première question. Et ma deuxième question, par rapport à ce qu'a dit Monsieur le Gouverneur, en disant que la loi de finances 2022 va donc lancer le cap sur les réformes. Est-ce que vous pouvez être plus explicite sur les réformes? Vous avez parlé évidemment des objectifs et tout le monde s'accorde sur ces objectifs de l'emploi, de la réduction de chômage, de l'accès au financement. Tout cela, tout le monde s'accorde à le dire, mais est-ce que vous pouvez être plus explicite sur certaines réformes que vous avez dit que le gouvernement a travaillé sur une feuille de route ou un cadre donc, structurant ces réformes? Un projet de réforme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je propose qu'on entame directement le deuxième round et ça sera l'occasion aussi bien de présenter les mesures pour... Oui, on va avoir les réponses. C'est ce que je disais. On va profiter de l'occasion. On va entamer le deuxième round. On va parler comment on doit sortir ou arrêter l'hémorragie tout en répondant à vos questions. Voilà. Donc, Monsieur le Gouverneur, l'ensemble des opérateurs sont inquiets quant à la dégringolade du dinar tunisien et surtout à l'augmentation de l'inflation importée, je dis bien importée, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure. Je vous pose la question. Où est-ce que vous avez vu
Quand est-ce que vous avez vu le dinar se dégringoler? Depuis 2 ans, je dis que le dinar est stabilisé. 3 ans. 3 ans, 2 ans. Donc depuis avril 2019, et je l'ai dit tout à l'heure, le dinar s'est stabilisé. Ce que vous voyez maintenant, même pour le dollar, c'est un effet entre dollar et dinar, dollar et euro. Donc ça ne pose pas de... Ce n'est pas directement lié à la dégringolade, comme vous le dites, du dinar. Il n'y a pas de dégringolade du dinar. Et je vous dis pourquoi il y a eu une baisse, il y a eu une dégringolade du dinar. Il y a eu une dégringolade du dinar parce que les gens se sont mal comportés. Et on a eu énormément de discussions entre nous, les banques et bien sûr les entreprises. Ça a été en 2018. En 2018, bien sûr, en 2017 avant, il y a eu une malheureuse phrase, etc., qui a été mal interprétée et il y a eu quand même une baisse importante du dinar. Mais puis après, vous vous rappelez de 2018, suite à l'augmentation du prix du baril du pétrole, il y a eu beaucoup de, je dirais, entre guillemets, d'experts qui sortaient et qui disaient le dinar va aller à 4, va aller à 5. Et bien sûr, il y a eu à ce moment-là une politique monétaire qui était extrêmement, je dirais, favorable, comme je l'ai dit au début, avec des taux d'intérêt réels qui étaient négatifs. Le taux d'inflation était de 7 et le taux d'intérêt était de 5. Donc il fallait, les gens qui sont avisés, bien sûr, c'était beaucoup plus simple donc d'accéder au dinar pour avoir des devises. Et on a vu à la fois la baisse au niveau des réserves, mais aussi les gens se sont comportés. Il y a eu énormément donc, de surstockage au niveau de 2018 et on a eu une baisse importante à la fois des réserves et une dépréciation du dinar. Je crois qu'on a pu y remédier avec une politique monétaire qui était beaucoup plus stricte, mais aussi beaucoup de travail sur le macro-prudentiel. Vous vous rappelez qu'on a fait, comme je l'ai dit, le loan to deposit, mais aussi beaucoup d'autres mesures qui ont été faites, prises par la Banque centrale. Et je me rappelle, contre même l'avis du Fonds monétaire international, parce qu'on était à ce moment-là sous programme avec le Fonds monétaire international. Et je crois que c'était une bonne politique et c'est devenu une best practice. Maintenant, depuis 2 ans, avec toute la crise, avec une baisse des recettes touristiques de manière extrêmement importante, on a quand même pu avoir quand même des niveaux de réserve jusqu'à aujourd'hui qui dépassent les 4 mois. Alors je m'adresse à vous. Si vous voulez qu'on continue, il faut qu'on soit rationnel, tous. Et là, on est en train de discuter entre nous. C'est-à-dire, si on ne se comporte pas comme on s'est comporté en 2018, on va pouvoir, je dirais, il n'y aura pas de dégringolade du dinar et on va essayer de le stabiliser. Mais on ne peut pas le stabiliser tout seul. On doit le stabiliser ensemble. Et là, il y a du travail à faire. Parce que quand on a une année, et j'espère qu'on sortira indemne de cette pandémie, de cette crise, et qu'en 2022, on est capable quand même d'aider le secteur du tourisme à pouvoir absorber cette demande qui est devant nous et qu'on est capable aujourd'hui donc certainement de pouvoir la mobiliser. Ça, c'est quelque chose de très important. Même chose au niveau des exportations. On a une croissance de 4-5 points au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des problèmes logistiques, des problèmes de financement, etc. C'est des questions sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir faire la relance de très court terme. Je ne parle pas de 2024-2025, on doit parler de 2022. Il faut être capable de le faire. Il y a énormément aujourd'hui d'investissements qui sont bloqués. Tout à l'heure, il y a 2 jours, j'écoutais que donc bâtiments, travaux publics, il y a je ne sais pas combien de milliards de dinars qui sont là et qui peuvent être mobilisés. Il y a énormément de possibilités. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois ou 9 mois, on avait des difficultés à exporter vers la Libye. Il y avait des problèmes au niveau des frontières. On a pu quand même, avec la Banque centrale et la douane tunisienne et libyenne, on a pu aujourd'hui faire en sorte à ce que ces exportations soient beaucoup plus, je dirais, fluides. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été fait. Et il y a énormément de possibilités. J'ai eu une discussion avant-hier avec les 2 gouverneurs, en fait, des banques centrales libyennes. Et c'est la première fois qu'ils ont discuté et ils sont en train d'unifier les banques centrales. Ça veut dire que demain, même les financements vont être beaucoup plus importants, même du côté libyen. Donc il y a des vraies opportunités qui sont là.
Essayons de faire en sorte à ce qu'au niveau de cette loi de finances 2022, et des possibilités qu'on peut avoir de commencer déjà à montrer qu'il y a de vrais signaux. Mais ceci, comme je l'ai dit, il y a un préalable. Le préalable est clair. Il faut avoir un accord avec le Fonds monétaire le plus tôt possible, parce qu'avec l'accord avec le Fonds monétaire, on va montrer clairement qu'il y a un signal, que les réformes vont être faites, et que les réformes vont être faites de manière séquentielle. Je dirais, les choses qu'on n'a pas pu faire avant, peut-être que conjoncturellement, aujourd'hui, on est capable de faire, ou opportunistiquement, on est capable de le faire, essayons de le faire. Remarquez, il y a une semaine ou 10 jours, on avait beaucoup de difficultés à faire sortir les fameux décrets sur les énergies renouvelables. Ça a été fait. Et maintenant, j'espère qu'on va pouvoir les implémenter. Ça, c'est aussi très important. Donc, il y a des marges de manœuvre qui sont extrêmement importantes et faciles. Il faut aujourd'hui essayer de les... donc, je dirais, comme on dit au rugby, de les transformer. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Et oublions de dire, voilà, je rebondis sur, entre guillemets, je n'ai même pas parlé de Paris, Rome, et vous voyez des gens sortir dans les Paris, Rome, comme si c'est... Avec moi, j'ai 120 jours. 120 jours, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 120 jours, et j'espère que ça va augmenter les prochains jours. Donc, de réserve en devise. Avec la baisse du secteur du tourisme, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui auraient pu prédire qu'on serait à ce niveau-là. Moi, avec 120 jours, je ne suis pas... Et on a payé $1 milliard en dinars et en dollars, avec une crise politique extraordinairement importante pendant le mois d'été. La Banque centrale l'a fait. Et on l'a fait de manière, je dirais, sans pour autant qu'on fait de la monétisation de la dette, parce que on l'a fait sur le court terme. C'est important ce qui a été fait. Et on va continuer à faire cela. J'ai une discussion pratiquement quotidienne avec la ministre des Finances. Quand on dit indépendance de la Banque centrale, vous croyez qu'on ne discute pas entre nous. On discute chaque jour. Mais chacun fait son boulot aussi. La Banque centrale, elle n'est pas indépendante en termes on est un État dans un État. Non. Mais on est là pour faire attention à l'inflation. Parce que si on commence à voir l'inflation augmenter de manière importante, c'est les pauvres et les vulnérables qui vont à la fois être les plus impactés par cette augmentation de l'inflation. On fait très attention. La même chose au niveau du Club de Paris et de ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas... Qu'est-ce qu'on a payé l'année prochaine? Parce que vous voulez, c'est quoi? C'est un défaut de paiement? On n'aura pas de défaut de paiement. Et moi, je l'ai dit même à Moody's, quand j'ai discuté avec eux, j'ai dit, vous avez fait véritablement un mauvais signal. Parce qu'on a discuté, j'ai discuté avec la directrice du risque. Et je lui ai dit, vous n'avez pas à faire cela. Vous aurez dû attendre. Au moins, un gouvernement a été constitué, une présidente du gouvernement a été choisie, un gouvernement était en train d'être constitué et on nous a dégradés. C'était injuste parce qu'ils auraient pu le faire au mois de février. Ils l'ont fait, je dirais, là où il ne fallait pas le faire, et ça va compliquer notre manière de fonctionner. Donc, il n'y aura pas de, je le dis et je le répète, il n'y aura pas de Club de Paris. On va être capable d'avoir un accord avec le fonds, je dirais, au premier trimestre 2022, et on aura aussi une visibilité sur le plan politique. C'est la discussion, et puis je crois que c'est même dans le communiqué de la présidence de la République après ma réunion avec le président. Je crois que je ne suis pas en train de divulguer un secret, je crois que c'était même dans le communiqué. Et j'espère que ça va être fait, parce que ça donnera les deux signaux importants qui feront qu'on va être capable de revenir sur le marché international, et j'espère qu'on reviendra sur le marché international en utilisant cette crise. On a été les premiers à avoir pu utiliser les DTS, et on va être peut-être les premiers dans la région à pouvoir utiliser les DTS pour financer 2022. Et il y aura beaucoup de possibilités, parce que beaucoup de pays sont en train d'attendre à ce qu'on réalise, au fait, ces deux, je dirais, prérequisites, donc prérequis, et après, il y aura capacité de pouvoir se financer avec des concessional financing, donc des fonds concessionnels qui vont nous permettre de pouvoir structurer le budget 2022. Il y a beaucoup d'argent pour l'investissement. J'étais en train de discuter avec M. Moreno, le vice-président de la BEI, hier avec le managing director de la EBRD, avec le vice-président de la Banque mondiale. Tout le monde est en train d'attendre. Il y a énormément d'argent qui est là, disponible pour l'investissement. Le problème, c'est un problème bureaucratique.
Donc il faudrait commencer à le faire. Et là, quand on commencera à le faire, il y aura de la croissance. Et on ne va pas aller au Club de Paris. La Tunisie a toujours honoré ses dettes et on arrivera à honorer nos dettes sans aucun problème. Et ça, c'est pas seulement la Banque centrale, le ministère des Finances, le gouvernement qui va le faire. On va essayer de le faire ensemble. Donc ça, c'est aussi important que vous le sachiez. Le dinar ne dépend pas de la Banque centrale, du ministère des Finances. Il dépend aussi de votre comportement. Et moi, quand j'ai discuté avec un certain nombre d'entreprises en 2018, j'ai vu dans leurs yeux un comportement, honnêtement, je peux le dire, parce que j'étais avec le ministre des Finances, le ministre du Commerce et le ministre à l'époque des Finances, et honnêtement, j'ai vu que ce comportement-là est un comportement qui était inacceptable. C'est-à-dire comment extrêmement égoïste, extrêmement égoïste. C'est vrai qu'on a dû faire après le travail qu'on a fait, mais c'était quand même un travail qui, certainement sur le plan économique, il a dû impacter quelque part l'investissement. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui, on va être dans une logique extrêmement compliquée. Je n'ai pas envie d'augmenter les taux, mais maintenant, je dois faire attention à l'inflation. Je n'ai pas envie d'avoir un déficit budgétaire important, mais en même temps, je dois faire attention aux vulnérables. On est dans des conditions compliquées. C'est pour ça qu'on doit être capable aussi de trouver des ressources au niveau de notre propre pays. Et je crois que les ressources sont là parce que les marges de productivité sont extrêmement importantes. Le niveau de distorsion au niveau de l'économie est extrêmement important. Il faudrait le faire en sorte à ce que ces distorsions soient de plus en plus, je dirais, gérées et que les réformes sont là pour pouvoir baisser ces coûts de transaction. Ils sont extrêmement élevés, extrêmement pénibles. Je me mets à la place d'un entrepreneur et je vous le dis honnêtement, cette résilience, elle a été une résilience véritablement des entreprises et aussi du secteur bancaire et bien sûr au niveau de l'administration. Il ne faut pas croire, l'administration, c'est elle en fin de compte qui paye le prix aussi de la non-prise de décision. Avec la fameuse loi 96, moi chaque jour je signe et j'envoie mes cadres de la Banque centrale et du système bancaire se faire, je dirais entre guillemets, questionner sur des choses qui n'ont absolument pas du tout été, je dirais, je suis certain, qui sont complètement en dehors de ce qu'on leur demande. Mais la loi 96 est une loi qui est une loi scélérate. Elle est en train de bloquer énormément d'initiatives. Est-ce que vous avez vu avec l'exportation de la fameuse entreprise d'exportation de yachts, de bateaux de plaisance, était exactement ce genre de préoccupation. Ils étaient exactement dans cette logique-là. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas prendre des décisions. Et après, ils vont être, je dirais... C'était l'article 96. C'était l'article 96. Je pense qu'aussi, il faudrait éventuellement le toucher, peut-être l'amender. Ça aussi fait partie des choses qu'on doit certainement faire. Il faut dire qu'un projet de loi a été remis. Bravo, monsieur. Madame la ministre, je crois qu'une remarque très importante faite par Siwelid, pour revenir sur la véracité des chiffres, la pertinence des chiffres. Aujourd'hui, on présente une comptabilité nationale à une seule source. N'est-il pas temps de passer à une comptabilité nationale plus moderne avec des normes internationaux? Merci. D'abord, je veux commencer par confirmer ce qu'a dit Monsieur le gouverneur concernant la situation économique et financière. Et franchement, on est très très loin du Club de Paris parce que réellement, c'est vrai que la situation, elle est difficile. Oui, je ne peux pas nier ça. Elle est difficile, mais franchement, on a toujours honoré le remboursement de la dette. Lorsque moi j'ai commencé dans cette nouvelle responsabilité au niveau du ministère des Finances, on est arrivé à honorer 2 remboursements très très importants, même au début du mois d'août. 2 remboursements très importants afférents à la garantie américaine, sans oublier les autres remboursements. Donc, franchement, on a tout honoré, surtout les remboursements de la dette, c'est une ligne rouge. Parce qu'on connaît très très bien les conséquences néfastes
si on n'honore pas le remboursement de nos dettes. Donc, franchement, il faut éviter, parce que ce genre de réaction et de critique, franchement, ils sont... bien que la critique, c'est-à-dire, est libre, mais d'une manière générale, hein, la critique est facile, mais l'art est difficile. Il faut que ça soit raisonnable aussi. Voilà, elle doit être raisonnable. On parle de Club de Paris, on parle de déficit budgétaire de 14 à 16%. Franchement, c'est trop loin de la réalité. On peut critiquer, oui, mais pas à ce point. Parce que les gens travaillent réellement, et parce que l'administration travaille, et parce que les structures de l'État travaillent. Et dans toutes les circonstances très difficiles qu'a connues la Tunisie, sur tous les plans, hein, la continuité de l'État a été assurée réellement par l'administration et par les institutions de l'État. Ça, on ne peut pas le nier. Pourquoi que des critiques? Les gens travaillent, ils sont là. Bon, je comprends. Bon, de l'autre côté, il y a... parce que franchement, de tout le temps, en Tunisie, il y a le secteur public et le secteur privé. Ça, on le sait. Le secteur public a toujours soutenu le secteur privé. Et l'État va continuer à soutenir le secteur privé. Elle va continuer à appuyer l'entreprise. Elle va continuer à encourager l'investissement. Parce que sans le moteur économique, sans la croissance, sans l'investissement, on ne peut rien faire. On peut arracher des dettes, des crédits à travers un nouveau accord avec le FMI. Mais c'est insuffisant. Si le moteur de croissance ne marche pas, ça on est conscient. Donc franchement, on doit être très très réaliste et on va travailler ensemble, secteur public, secteur privé, institutions publiques, entreprises, parce qu'on ne peut pas réussir sans la réussite des deux parties. Hein. On doit être, même le combat de la corruption et des traitements qui ne sont pas légitimes, et tout ça doit être avec des efforts déployés par le secteur public et le secteur privé. Actuellement, pour revenir aux remarques de M. Ouelid concernant les chiffres et les finances publiques et la comptabilité et tout ça, bon, on est en train de travailler avec toutes les parties prenantes et notamment les professionnels, en l'occurrence les experts comptables. On travaille sur les normes pour moderniser la comptabilité publique et on est arrivé donc à adopter des nouvelles normes comptables de comptabilité afférentes à la comptabilité publique et on travaille sur l'harmonisation et l'adoption des normes internationales IFRS et beaucoup de secteurs ont commencé déjà l'adoption de ces normes. Pour revenir à certaines questions posées dans la salle, je crois d'un expert comptable, c'est ça? Oui, c'est ça. Optimiser les dépenses. Oui, non, il a parlé d'autre chose. Je veux juste réagir parce qu'il a dit, bon, cette législation, cette 500 mesures et 1000 mesures, c'est plus que 500 et 1000 mesures. Parce que ce n'était pas le choix hein, du ministère des Finances ou des départements du ministère des Finances, parce que le ministère des Finances, à chaque loi de finances, elle reçoit des milliers de propositions. Lorsqu'on dit, parce que si ces propositions, sont des propositions qui ont une incidence très, très négative sur les finances et tout, les gens n'apprécient pas les réactions du ministère. Donc ce n'est pas... Lorsque moi, personnellement, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le ministère des Finances et au sein de la direction de la législation fiscale. Et je vous dis franchement, moi, je veux une loi de finances de 30 à 35 articles, hein,
parce que c'est un fardeau pour moi. Et c'est très difficile hein, de rédiger des articles en matière fiscale. Et vous le dites, hein, on n'arrive pas à comprendre les dispositions fiscales. Et malgré que vous êtes expert comptable et vous travaillez avec la fiscalité. Moi je vous pose la question, comment vous travaillez avec la fiscalité sans comprendre les dispositions fiscales? Et partout dans le monde, la fiscalité est une matière technique. Je ne sais pas si vous connaissez le CJ. Moi, j'ai fait l'école des impôts à Clermont-Ferrand et franchement, ce n'est pas facile de lire une page de CJ parce que c'est trop technique. Mais, Monsieur Gaïda, c'est ça? Monsieur Gaïda, nous, on travaille sur les notes communes pour vous expliquer la législation fiscale, pour vous expliquer la fiscalité avec laquelle vous travaillez, c'est ça, non? Donc c'est ça, la fiscalité est une manière technique. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que tout le monde le dit. Ah, on comprend rien. Moi aussi, parfois, j'en comprends pas beaucoup à vos normes comptables. C'est la même chose. Bon, juste pour passer... bon, vous parlez encore des dépenses publiques, optimisation des dépenses. Des bandes d'essence et tout. C'est vrai, on doit rationaliser les dépenses publiques. On doit, parce qu'il ne faut pas recourir uniquement au crédit pour arriver aux équilibres budgétaires. Et on doit rationaliser les dépenses publiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on est en train de travailler sur ces axes. Mais franchement, moi, je veux vous donner, par exemple, un chiffre. Les bons d'essence. Les bons d'essence dans la fonction publique. Si par exemple, là, on supprime 10 à 15% des bons d'essence, c'est une question de 2 à 3 millions de dinars. C'est le principe de la dépense. Oui, mais non, c'est comme exemple. Donc la rationalisation des dépenses publiques, ce ne sont pas uniquement les bons d'essence. Oui, on peut les réduire sans problème. Mais il faut chercher d'autres pistes pour pouvoir rationaliser. Pour ce qui est l'urgence, raisonner dans l'urgence. Non, parce que je crois à TVA, voilà. Vous avez parlé on ne va pas augmenter les niveaux d'imposition et peut-être qu'on va augmenter la fiscalité indirecte. Moi, je n'ai pas parlé de la fiscalité directe et indirecte. Je n'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai parlé des niveaux d'imposition d'une manière générale. Bon, j'ai précisé, c'est vrai, pour la fiscalité, mais on ne va pas toucher la fiscalité directe, notamment la TVA, les droits de consommation. On ne va pas les toucher. Pour les niveaux d'imposition, c'est en général. Mais il y a d'autres pistes, c'est-à-dire à travers d'autres moyens, à travers l'élargissement de l'assiette par l'institution et plutôt par l'extension de la fiscalité au secteur informel, par l'introduction d'autres pistes qui sont actuellement hors champ d'application de l'impôt. C'est ça, on va c'est-à-dire travailler sur ça, mais on ne va pas toucher la fiscalité indirecte, ordinaire, comme la TVA. Rien ne va changer, monsieur, hein, donc je vous rassure. On va élargir la base. Il n'y a pas... C'est-à-dire on va élargir la base. Voilà, c'est l'informel, c'est d'autres mesures qui n'ont aucune relation avec la fiscalité ordinaire. On travaille sur des réformes structurelles. Ces réformes... S'il vous plaît, on a besoin... les réformes structurelles, concernant plusieurs aspects, dont notamment la réforme de la masse salariale, la réforme des entreprises publiques, la réforme de la fiscalité. Mais pour rassurer Sigrid, on ne va pas compliquer Sigrid.
On ne va pas compliquer, mais juste on va travailler sur les pistes qui sont hors champ d'application de l'impôt, surtout ça. Hein. Et on est en train de travailler même avec des bailleurs de fonds dans ce sens. Et la réforme concernant la digitalisation, donc plusieurs aspects qui sont franchement attendus, surtout dans ces circonstances très difficiles que connaît actuellement la Tunisie. Mais je vous rassure que on est conscient que sans les entreprises, sans le secteur privé, on ne peut pas relancer, il n'y aura pas une relance, il n'y aura pas une croissance économique, il n'y aura pas des investissements. Donc, on va continuer à appuyer l'investissement, on va continuer à appuyer les entreprises et on va travailler ensemble, surtout dans cette période difficile, mais elle ne va pas être permanente. Merci. Merci, Madame la Ministre. Si Walid Ben Salah, je reviens vers vous. Vous avez entamé des travaux avec l'IACE pour réfléchir sur des pistes, comment limiter l'évasion fiscale. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Merci. En fait, effectivement, nous avons travaillé au niveau de l'ordre des experts comptables et également nous avons eu des discussions avec l'IACE sur certaines propositions à soumettre aux autorités publiques, mais on a fait un choix. On a fait un choix de soumettre certaines propositions d'une manière concrète, mais qui s'inscrivent dans le cadre de réformes. Lorsqu'on dit réforme, des réformes au vrai sens du terme. Parce que les réformes, c'est un tout. Lorsqu'on parle de réforme fiscale, on parle de plusieurs axes. On doit les attaquer tous ensemble. On doit fixer des priorités. Les réformes ne se font pas à travers les lois de finances. On ne peut pas, d'ailleurs, on ne peut pas résoudre des problématiques d'ordre économique et financier uniquement à travers la production de textes. Aujourd'hui, tout à l'heure, monsieur le gouverneur, il a parlé de, comme solution à court terme, la reprise des exportations, la reprise du secteur touristique. Est-ce que nous avons prévu des mesures concrètes pour sauver d'abord le secteur touristique? Est-ce que nous avons prévu des mesures concrètes pour booster les exportations? Et ce ne sont pas les textes qui vont permettre ça. Probablement que les textes vont faciliter certaines choses. Mais si, par exemple, on met aujourd'hui des avantages fiscaux et des avantages financiers au profit de l'exportation ou bien au profit du secteur du tourisme, et par la suite, on n'arrive pas à faire sortir une marchandise du port de Radès, si on n'arrive pas à obtenir le financement nécessaire auprès du secteur bancaire, on n'a rien fait. Si on n'arrive pas à augmenter la productivité également, donc il y a d'autres aspects là où, sur lesquels on doit travailler, à part tout ce qui est production de textes et tout ce qui est assainissement d'une certaine situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une inflation très importante au niveau des textes, et c'est pour cette raison qu'il y a pas mal de textes qui ne sont pas appliqués, d'ailleurs. Et il y a des textes qui ne sont pas intelligibles non plus. Ça pousse vers l'évasion, ça pousse vers la fraude, et je pense qu'aujourd'hui, on peut assainir cette situation, justement, pour pouvoir mettre en place une vraie réforme fiscale. Mais la réforme ne doit pas concerner uniquement la fiscalité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accorder beaucoup plus d'attention, surtout à l'assainissement du climat des affaires et à la promotion de l'investissement. Il y a plusieurs parties prenantes. Il y a les autorités publiques, certes, il y a pas mal d'autres prestataires, il y a la DGI, il y a l'API, il y a le RNE, il y a le secteur financier, bien entendu, et tous
cet écosystème doit fonctionner en parfaite symbiose et d'une manière convergente pour pouvoir justement réussir cette mission. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de dysfonctionnements. Il y a pas mal de complications au niveau des procédures. Il y a pas mal d'obstacles sur le plan administratif. Et c'est pour cette raison que je comprends la frustration des investisseurs. Par la suite, c'est une prise de risque qui, par la suite, se trouve augmentée ou bien aggravée par d'autres facteurs exogènes. Et je pense, par rapport à cette question-là, que la modernisation de l'administration et la digitalisation, avec l'interopérabilité entre les différents intervenants dans toute opération d'investissement, permet dans une large mesure, et c'est une vraie réforme, permet dans une large mesure d'éliminer ces obstacles ou bien d'atténuer leurs impacts. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre effectivement de promouvoir l'investissement et de réaliser la croissance. Donc, il ne suffit pas, encore une fois, de produire des textes. D'ailleurs, je rappelle que nous avons des textes qui ont été abandonnés, qui sont là, qui ne peuvent pas être appliqués parce qu'il n'y a pas eu de texte d'application. L'aقتصاد التضامني والاجتماعي, le crowdfunding. On est en train de légiférer. À un certain moment, on a l'impression que c'était juste pour mettre un tic-mac devant une ligne de la feuille de route qui a été soumise au bailleur de fonds. Sans une forte conviction d'aller jusqu'au bout pour mettre en place plusieurs textes. Ce sont de bons textes hein, et qui peuvent permettre de résoudre pas mal de problématiques. Je vais revenir juste sur la question de la lutte contre l'évasion et la fraude. Moi, je pense que lorsqu'on parle d'une réforme fiscale, je ne pense pas que ça sera fait à travers la loi de finances de 2022, mais on doit engager la réflexion dès maintenant et s'engager et être déterminé à la mettre en place sur le court et le moyen terme. Les statistiques qui existent, d'ailleurs ce sont les statistiques du ministère des Finances, de l'INS, etc., lui prouvent que sur une personne sur deux patentée, je parle des personnes physiques, est en défaut de déclaration. Une personne sur deux. Donc, nous avons déjà la moitié de la population, je parle des patentés, hein, qui sont déjà identifiés au niveau du système d'information du ministère des Finances. Je ne parle pas de l'informel ou bien de l'économie souterraine qui échappe complètement à toute identification, tout contrôle, toute identification. Donc, une personne sur deux. Et pour les entreprises, on est à 46% aussi. Donc c'est un chiffre qui est très parlant aussi. 46% des entreprises sont en défaut de déclaration. Bon, une partie qui n'est plus là, qui a été créée pour des considérations bien déterminées. Je crois qu'il y a une opération d'appurement au niveau du ministère. L'opération au niveau du ministère. J'ai parlé de l'interopérabilité. Cette opération doit être faite au niveau des différentes administrations, notamment le RNE aussi. Le RNE, Lyon, il y a 200 000 entreprises qui ne sont pas encore inscrites au niveau du RNE, malgré qu'elles existent. Entreprises, je parle, et personnes physiques, et malgré que c'est une obligation. Et malgré que les pénalités sont en train d'être décomptées depuis plusieurs mois. D'ailleurs, je pense qu'il faut trouver une solution par rapport à ça. Au moins pour inciter ces 200 000, c'est une population qui est assez importante. Hein. Et c'est permis par la suite justement de constituer cette base de données pour pouvoir cibler les contrôles. Parce que lorsqu'on parle de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion, il faut bien cibler les contrôles. Deuxième point, je pense qu'aujourd'hui, on doit supprimer définitivement tous les régimes qui incitent à la fraude, et notamment le régime forfaitaire, le garder uniquement et d'une manière exceptionnelle pour les petits métiers, parce qu'on en a besoin d'un tel régime, et orienter les autres
vers plutôt le régime des auto-entrepreneurs avec une fiscalité simplifiée et plus adaptée. Ça permet de couvrir une population qui dépasse les 400 000 contribuables, ça d'une, et ça permet surtout d'identifier les faux forfaitaires, parce que la problématique des forfaitaires n'est pas dans les petits métiers, mais plutôt dans les faux forfaitaires qui sont en train de bénéficier de ce régime sans pour autant être éligibles et qui sont en train de réaliser des chiffres très importants sans pour autant contribuer à l'effort de qualité au profit du trésor public. Et donc, je pense qu'on doit mettre sur la table, une fois pour toutes, cette question de pression fiscale. On parle de pression fiscale, et je pense que la question de pression fiscale, ce n'est pas une question de taux, ce n'est pas une question de qualification, pression élevée ou bien moins élevée, c'est plutôt une question de pression fiscale qui est mal répartie et qui est mal affectée aussi. Mal répartie parce que nous avons des gens qui ne paient rien, qui ne supportent aucune pression fiscale, mais qui sont là et qui sont en train de concurrencer d'une manière déloyale les entreprises qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, sachant que lorsqu'on parle d'économie informelle et d'économie souterraine, c'est une économie qui ne contribue pas à la croissance, parce que c'est une économie de consommation courante, et qui fait de la concurrence au secteur formel et est en train de tuer le capital et l'investissement. Le risque de fuite des capitaux vers l'informel devient de plus en plus important. La deuxième problématique au niveau de la pression fiscale, c'est la problématique de contrepartie. On peut accepter une pression fiscale élevée pourvu que nous avons une contrepartie en termes d'infrastructure, en termes de qualité de services publics, santé, éducation, transport, etc., de qualité. Aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas là. D'ailleurs, je donne un seul chiffre. Si on prend le budget d'investissement net des investissements qui sont financés avec des crédits extérieurs, donc le budget d'investissement représente à peine 10% du total des recettes fiscales. Donc nous sommes en train de contribuer à hauteur de pratiquement 30 milliards de dinars, budget de l'État. Par la suite, l'État réemploie uniquement 3 milliards de dinars en termes d'investissements directs hors investissements qui sont financés par l'État. Et c'est très peu. Et on est très loin du compte. Et c'est ce qui crée de la frustration chez les bons contribuables. Les 90% que nous avons payés, qu'est-ce qu'on a fait avec? Et c'est pour cette raison que, lors de la première séance, j'ai parlé de la gestion budgétaire et des affectations. Donc, on peut susciter le contribuable à accomplir ce devoir citoyen, mais par ailleurs, on doit lui montrer d'une manière transparente ce que l'État a fait pour lui et pour les générations futures. Très clair. Merci, Siwalid. Simon, on a eu droit à 2 discours rassurants. Je ne sais pas si vous partagez cette assurance avec eux. Comment est-ce que vous voyez l'avenir d'un œil d'un expert? L'avenir, c'est pour ça que vous êtes un expert. Hein? Je ne suis pas expert universitaire. Mais juste, à mon avis, c'est vrai qu'on voit un déficit budgétaire, un déficit courant, un déficit de gouvernance, un déficit de diplomatie économique, etc. Il y a plein de choses de déficit. Mais je pense que c'est la face apparente de l'iceberg. La face cachée, c'est un déficit d'audace, c'est un déficit de vision, c'est un déficit de courage pour réformer. Et voilà, donc je crois que la situation, ici, il faut changer les choses. Donc il faut peut-être regarder du côté de ce déficit de vision, de déficit d'audace, au lieu de se contenter seulement des déficits de la face apparente. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est vrai, lorsqu'on voit la situation de la dette, elle est inquiétante.
Mais c'est vrai qu'on parle souvent d'insoutenabilité de la dette, de défaut et tout. Voilà. Donc, je pense que si on raisonne en termes d'insoutenabilité, c'est le long terme. Si on raisonne en termes de solvabilité, c'est le court terme immédiat. Immédiatement, aujourd'hui, la situation n'est pas très... C'est-à-dire le problème de solvabilité ne se pose pas. Mais les chiffres, parce que la solvabilité, on la mesure souvent, disons, le service de la dette, le service de la dette par rapport aux recettes fiscales, par exemple, aux ressources propres de l'État. Le taux de 2010 jusqu'à 2019, c'est-à-dire sur 10 ans, on est à peu près à 28%. Donc ça veut dire que le service de la dette, disons, accapare à peu près 28% des recettes fiscales. En 2020, il est à 41%. Et en 2021, ça passe à peu près 48%. Donc c'est vrai que les choses deviennent inquiétantes, mais je pense que tout est possible pour changer la donne. Je pense que le discours de Madame les ministres, Monsieur le gouverneur, sur ce point et au niveau de la volonté de changer, la volonté de préparer un package de réformes convaincant pour le Fonds monétaire international et pour sortir dans une première phase de l'impasse financière, pour avoir un peu de la marge et pour réformer, il faut aller pour des réformes profondes. Parce que, comme disait Madame le ministre, on peut avoir un accord avec le FMI, mais si la croissance n'est pas au rendez-vous, donc on va se retrouver dans une situation très embarrassante. Ça veut dire qu'au niveau de la soutenabilité de la dette, la soutenabilité, on la mesure en comparant le taux de croissance par rapport au taux d'intérêt. Donc il faut que le taux de croissance dépasse largement le taux d'intérêt. Aujourd'hui, la croissance, elle est anémique. Donc bien sûr, il y a un petit rebond, peut-être minime pour le cas tunisien, très élevé pour les pays, les économies avancées suite à la crise de la Covid. Mais les choses vont se calmer un petit peu. Donc après, on va avoir la croissance, elle va revenir à 2,5, etc. pour 2022-2023. Donc ce n'est pas soutenable lorsqu'on voit le niveau du taux d'intérêt le taux d'intérêt, je ne parle pas du taux d'intérêt du marché, je parle du taux d'intérêt moyen pour les crédits de la Tunisie qui est à peu près entre 4,5 et 5%. Donc c'est inférieur. Mais comme ici on raisonne sur le long terme, donc il est temps de réagir très vite, car l'inaction, l'immobilisme peuvent coûter cher pour l'économie tunisienne. Donc je pense qu'il est temps de s'engager rapidement. De s'engager par exemple dans la transition énergétique. Un pays qui a un tiers de son déficit commercial, il est lié à l'énergie. Un pays qui subventionne l'énergie, il est temps d'aller très loin dans cette transition, d'avoir une fiscalité différenciée qui favorise un peu le passage à une économie verte. De l'autre côté aussi, lorsqu'on voit le recouvrement fiscal, donc c'est vrai qu'il faut aller très loin dans le digital, parce qu'on peut parler du digital et de passage, mais ce qui compte, c'est la consistance de la réforme qui peut changer les choses, et donc ça, c'est un effort qu'il faut travailler. Parce que lorsqu'on travaille sur l'énergie renouvelable, on gagne sur le terrain de la qualité de vie du citoyen, on gagne sur la qualité de vie des générations futures, mais on peut avoir des opportunités de financement importantes dans un contexte où le stress financier il est très pesant. Voilà. Merci beaucoup. Avant de clore, donc une annonce pour demain. Les organisateurs nous disent et vous rappellent que demain, les travaux commenceront à 9h du matin à l'hôtel Kantawi Club. Donc ça va se passer à l'hôtel Kantawi Club à 9h précisément. Merci à vous. Merci à M. Marouane Abbassi, gouverneur de la Banque centrale, Mme Sihem Bourdier, ministre des Finances, M. Mouaz Labidi, expert et universitaire, et M. Walid Ben Salah, président du Conseil de l'Ordre des experts comptables. Merci beaucoup.